Compliqué à la livre qui paraît simple, les manifestes du Parti communiste. Vous avez vu donc sur Google, parce que tout le monde y a accès, ceux qui n'ont pas encore accès, vous avez des PowerPoint qui n'ont pas à mettre l'ensemble du cours, mais qui synthétisent. Donc la première partie sur Marxier, avec à chaque fois les noms principaux et les citations principales. Donc, pour ce qui est des noms et des citations, des titres de livres, vous retrouverez ça sur le PowerPoint. Donc, pour aborder Marx, on a vu récemment ou précisé d'abord que Marx n'était pas un auteur holiste, mais relationnaliste. Puis on a observé, en fait, dans un même livre, deux fils qui ne vont pas dans la même direction. Que Marx, une approche économique objectiviste des classes et une approche constructiviste, qui renforce ce conseil méthodologique de Michel Foucault, selon lequel il ne faut pas, parce que c'est un même auteur, et même parce que c'est un même livre, considérer a priori que c'est cohérent. Et donc il faut être contre ce que Foucault appelle les synthèses toutes faites et les continuités réfléchies. Il faut être sensible à ce qui, dans un texte, chez un auteur, dans un livre, est hétérogène. Dans le cas du manifeste du Parti communiste, il n'y a pas de formulation qui établissent un passage entre les deux positions. Et on a inventé ce que j'ai appelé dialectique objectiviste, constructiviste, une troisième position, mais simplement une troisième position qui associe les deux points de vue, ce que Marx n'a pas fait lui-même dans son texte. Alors, avec les autres textes de Marx, on va affiner des éléments, compléter, donc on ne va pas répéter des choses qu'on a déjà vues. Donc le premier livre d'aujourd'hui, c'est le grand C, les luttes de classe en France. Les luttes des classes en France, entre parenthèses 1848-1850. Ça c'est le titre, les luttes des classes en France 1848-1850. Et donc c'est un texte publié initialement en 1850. Donc les luttes des classes en France retracent les luttes sociales et politiques en France de la révolution de février 1848 à l'abolition du suffrage universel en mai 1850. Et on verra, dans le point soudé, que le livre Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte prend la suite, toujours sur la même période, sur la période en France, sur les luttes sociales et politiques, mais juste là où s'arrêtent les luttes des classes en France. Et le 18 Brumaire de Louis Bonaparte prolongera jusqu'au coup d'État de celui qui va devenir Napoléon III, le 2 décembre 1851. Donc pour les luttes de classe en France, je vais m'arrêter sur quelques éléments nouveaux. Premier point, ce qu'on peut appeler classe et fraction de classe. Classe au pluriel et fraction de classe, fraction au pluriel. Classe et fraction de classe. Le manifeste du Parti communiste tend à accentrer sur la polarisation entre deux classes, qui sont vues chacune comme un seul bloc. C'est en partie lié au contexte d'initiation du livre. C'est un manifeste. C'est qu'en énonçant l'idée qu'il y a deux classes, c'est une façon aussi de faire advenir comme polarisation principale ces deux classes. C'est la dimension performative du texte.
on trouve déjà des petites indications sur d'autres classes et d'autres fractions au sein des deux grands blocs, mais peu développées. Alors que la nouveauté des listes de classes en France, c'est une vue affinée sur la composition des classes en différentes fractions. Et ces différentes fractions sont dotées d'intérêts spécifiques. Contrairement à l'imagerie qu'on trouve quand on parle de Marx ou de marxisme sur Internet, selon lesquels les grandes classes auraient des intérêts objectifs communs, et en particulier la bourgeoisie ou le capital aurait des intérêts communs, en fait, Marx a montré que la bourgeoisie est composée de différentes fractions qui sont dotées d'intérêts divergents. Et donc, la notion de classe va intégrer des contradictions en son sein. Des contradictions entre des intérêts économiques différents et des contradictions entre des positionnements politiques différents. C'est tout particulièrement ce que fait Marx pour la bourgeoisie. Alors, si on prend les grandes classes, dans ce livre, Marx distingue principalement 5 groupes. La bourgeoisie, la petite bourgeoisie, la classe paysanne, le prolétariat industriel et le lumpen prolétariat. Qu'est-ce que c'est que le lumpen prolétariat? Donc la bourgeoisie, c'est simple. La petite bourgeoisie, on va voir, c'est principalement la classe des commerçants urbains, villes. La classe paysanne, donc en fait à l'époque, c'est la plus grande classe qui existe en France. Le prolétariat industriel, c'est une classe qui a vocation pour Marx à devenir principale, mais qui est très minoritaire encore en France à cette époque-là. Les ouvriers d'usine. Et le lumpen prolétariat, c'est ce que Marx appelle les marginaux. Alors je cite, pépinière de voleurs et de criminels de toutes sortes vivant des déchets de la société. Donc il y a des divergences d'ailleurs entre les milieux anarchistes et Marx là-dessus. Marx pense que les délinquants, les marginaux, etc. Sont les groupes sociaux qui finalement seront toujours achetés par la bourgeoisie contre le prolétariat. Donc il faut se méfier. Donc ils n'ont pas du tout de rôle, il n'y a pas du tout de rôle révolutionnaire des marginaux. On pourrait dire d'ailleurs que si on prend des constructions cinématographiques ou sérielles récentes, que d'une certaine façon l'apologie des marginaux dans la transformation sociale qu'on voit dans la série Netflix Wednesday, donc sur Mercredi Adams, c'est une valorisation, disons, des marginaux comme groupe transformateur, ou ce qu'on peut voir en fait aussi dans le dernier film de Luc Besson, Dogman, c'est les marginaux qui ont un rôle principal transformateur, c'est des positions anti-marxiennes. Hein. Et d'ailleurs c'est un débat de savoir est-ce que les marginaux, les délinquants, les différents, etc., sont le cœur de la transformation sociale, ou sont un obstacle à la transformation sociale, et c'est le prolétariat le cœur de la transformation sociale. Au sein de la bourgeoisie, c'est là que ça commence aussi à devenir intéressant. Donc là, on a déjà plus de classes. Hein. Au sein de la bourgeoisie, on a 3 grandes fractions qui sont liées à des intérêts économiques différents. La grande propriété foncière, l'aristocratie financière, la bourgeoisie industrielle.
la grande propriété foncière, l'aristocratie financière et la bourgeoisie industrielle. Trois grandes fractions aux intérêts différents au sein de la bourgeoisie. Par exemple, c'est l'aristocratie financière qui était dominante politiquement sous le règne de Louis-Philippe. Et sous le règne de Louis-Philippe, la bourgeoisie industrielle constitue, Marx nous dit, l'opposition officielle représentée aux chambres comme minorité. Donc dans ces trois fractions, leur poids politique varie en fonction des moments, puisqu'on a une période où l'aristocratie financière domine Louis-Philippe, la bourgeoisie industrielle est dans l'opposition, minorité. Là, on a une division de classes avec des fractions de classes qui sont associées à des intérêts économiques différents. Hein, la banque et la finance, la propriété foncière, la propriété des usines. Bon. Parfois, Marx va parler de fractions de classes plus politiques. Et donc, ce n'est pas les intérêts économiques qui vont différencier les classes, mais des positionnements politiques. Par exemple, Marx parle de la fraction républicaine de la bourgeoisie. Alors là, ce n'est pas un intérêt économique, hein, si on dit la fraction républicaine de la bourgeoisie. C'est que la bourgeoisie est divisée elle-même en positionnements politiques différents. Et cette fraction républicaine de la bourgeoisie, elle est opposée aux fractions, au pluriel, anti-républicaines de la bourgeoisie. Les fractions anti-républicaines de la bourgeoisie sont elles-mêmes divisées en deux groupes opposés. L'opposition entre les orléanistes, partisans de la famille d'Orléans, c'est-à-dire la branche cadette des Bourbons, c'est Louis-Philippe entre 1830 et 1848, donc les orléanistes, et les légitimistes, c'est les partisans de la branche aînée des Bourbons, qui était représenté par Charles X, qui a été détrôné justement en 1830 par Louis-Philippe. Donc, fraction républicaine, fraction anti-républicaine au pluriel, et les fractions anti-républicaines elles-mêmes divisées en deux logiques. C'est-à-dire que il n'y a pas d'unité de la bourgeoisie ou du capitalisme, elle est divisée en des intérêts économiques différents, mais aussi en des positionnements politiques différents à chaque période. L'État lui-même, oui. Le premier découpage en trois grandes catégories, c'est le propriétaire intérieur différencié des industriels. Je voulais savoir si ça va beaucoup plus que le découpage de ces politiques. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, mais ce qu'il y a de particulier, c'est que il y a un regroupement, c'est que dans les fractions républicaines, il y a une forte présence de la bourgeoisie industrielle. Voilà, on peut dire ça. Par contre, il peut y avoir, dans la fraction républicaine, de l'aristocratie financière aussi, elle peut se partager en plusieurs choses. Alors, en général, la grande propriété foncière est plutôt attachée, disons, à la monarchie. Voilà, donc il y a des regroupements partiels. L'État, en tout cas les institutions gouvernementales, donc cette partie de l'État, ce sont les institutions gouvernementales, est appréhendée non pas comme aux mains d'une classe unifiée,
mais l'État est appréhendé comme une combinaison, c'est comme un équilibre entre différentes classes et fractions de classes. Donc on a souvent cette image de l'idée que l'État serait unifié autour d'un seul groupe qui aurait la main sur, c'est dans les visions un peu manipulatoires et conspirationnistes qui semblent se présenter comme marxistes sur Internet. Hein. Par exemple, Macron serait l'homme de la bourgeoisie, qui aurait des intérêts politiques et économiques unifiés. Tout ça, la bourgeoisie aurait la main sur l'État. D'ailleurs, ce n'est pas Macron lui-même qui dirigerait, mais ça serait au contraire la finance, etc. Bon. Marx n'a pas cette vision du tout de l'État. C'est une vision pour, disons, LFiste. Bon, mais ce n'est pas la vision marxiste. La vision marxiste, Marx dit, il analyse par exemple le gouvernement provisoire issu des barricades de février 1848. Qu'est-ce qu'il dit de ce gouvernement provisoire? Je cite, il ne pouvait être qu'un compromis entre les diverses classes qui avaient renversé ensemble le trône de Juillet, mais dont les intérêts s'affrontaient. Il ne pouvait être qu'un compromis entre les diverses classes qui avaient renversé ensemble le trône de Juillet, mais dont les intérêts s'affrontaient. Et c'est principalement la bourgeoisie industrielle, la petite bourgeoisie, la classe ouvrière. Donc, le gouvernement provisoire issu des barricades de 48, pour Marx, c'est un compromis entre classes. Des fractions de classes. Il s'agit bien d'un État bourgeois dans un cadre capitaliste. La bourgeoisie reste dotée dans le gouvernement d'une majorité dans cet État, mais il y a aussi des représentants des intérêts de la petite bourgeoisie, et il y a aussi, en particulier avec Louis Blanc, disons le représentant socialiste, un représentant des intérêts ouvriers dans le gouvernement. Ce type d'analyse de l'État comme équilibre et compromis entre différentes classes et fractions de classes, dans une vue moins unifiée des classes, elle est amorcée ici dans les luttes de classe en France par Marx. On la retrouvera chez Jean Jaurès. Dans son livre L'Armée nouvelle, et que nous, on le trouvera, c'est ça, le grand penseur marxiste des années 70, Nicolas Coulanzas. L'Armée nouvelle est un texte de Jaurès sur la question de l'armée dans un autre type de société, qui est aussi en fait un rapport parlementaire qui est devenu un livre. Et en même temps, ce livre est en fait une assez bonne introduction d'un marxisme assez subtil. C'est un livre, je crois que c'est le livre qui m'a comprendre le marxisme quand j'avais, je sais pas, 15 ans au lycée. Qu'exprime Jaurès dans ce livre, voilà ce qu'il écrit notamment. En fait, l'État n'exprime pas une classe, il exprime le rapport des classes. En fait, il tire de Marx cette idée. L'État n'exprime pas une classe, il exprime le rapport des classes. C'est-à-dire le rapport de leur force au pluriel.
l'État n'exprime pas une classe, il exprime le rapport des classes, c'est-à-dire le rapport de la France. Ça peut être parce qu'il y a des représentants au gouvernement, etc., mais dans les autres institutions de l'État. Hein? Il y a toute une série d'institutions de l'État qui défendent le droit de propriété. Donc, ils balancent plutôt du côté de la propriété capitaliste. Mais il y a, par exemple, ce qu'on appelle le droit du travail. C'est quelque chose qui est dans le droit, qui fait partie de l'État, et qui, disons, protège à la fois l'action collective des salariés, l'hygiène, la sécurité, leurs droits individuels et collectifs. Et c'est dans l'État. Et donc même, y compris dans un État capitaliste classique, les intérêts ouvriers sont dans l'État aussi déjà. Par exemple, à travers le droit du travail. Donc c'est ça que dit Jaurès, dans le sillage de Marx, contre une certaine forme de marxisme simpliste. On trouve souvent. L'État n'exprime pas une classe, il exprime le rapport des classes, c'est-à-dire le rapport de leur force. Évidemment, dans un État capitaliste, le droit de propriété domine le droit du travail. Mais le droit du travail est présent. Ce sont des choses assez voisines que développe Nikos Koulandras dans lesquelles le pouvoir est socialiste. Donc, premier point, classe et fraction de classe. Et puis ce rapport à la question de l'État. Deuxième point, ce que j'appelais des dimensions proprement politiques. Des dimensions proprement politiques. C'est le petit deux. Alors, des dimensions proprement politiques. Alors, on va voir dans ce livre, comme dans le livre de Brunner, une analyse d'une dynamique proprement politique des choses qui n'est pas nécessairement liée à des dimensions économiques. On va peu à peu faire voir apparaître chez Marx l'idée que la politique c'est un espace autonome qui n'est pas nécessairement directement lié aux formes économiques. Donc une analyse des facteurs proprement politiques, ou de la dynamique proprement politique. Première dynamique, dimension politique. Le centralisme français. Donc Tocqueville a montré que, en fait, c'est un héritage qui perdure à travers la Révolution française, mais qui est un héritage de la monarchie. Dans son livre L'Ancien Régime et la Révolution. Voilà ce qu'écrit Marx. Si par la suite de la centralisation politique, Paris domine la France, dans les moments de séisme révolutionnaire, les ouvriers dominent Paris. Si par la suite de la centralisation politique, Paris domine la France, dans les moments de séisme révolutionnaire, les ouvriers dominent Paris. Donc, la classe très largement minoritaire en France à l'époque, c'est la classe paysanne. C'est le monde rural. Ce n'est pas le monde urbain. C'est très minoritaire. Mais la France est dominée par la capitale, Paris. Et dans la capitale, c'est là où les ouvriers sont beaucoup plus nombreux. Et donc, du fait de la centralisation politique, ça donne un effet politique aux ouvriers beaucoup plus important que leur poids dans l'ensemble de la population française. Du fait de ce facteur qui est la centralisation politique sur Paris et de la différence de composition sociale entre Paris et le reste de la France à l'époque. Et donc une piste sur le fait que la centralisation politique parisienne en France est un facteur important des mouvements révolutionnaires à l'époque. Mais on l'a vu en 1830, on l'a vu en 1848, on le verra en 1871 avec la Commune. Il y a plusieurs séismes révolutionnaires qui se succèdent en France. Et
sont toujours concentrés sur Paris. Et ça va perdurer dans l'imaginaire assez longtemps, puisque ça va perdurer au moins dans les mouvements radicaux jusqu'à mai 68. Où mai 68, c'est d'abord un événement parisien. Et après, ça devient en partie, de manière inégale dans le territoire, un événement ailleurs, dans d'autres villes, etc. Mais c'est d'abord un événement parisien. Mais c'est un événement parisien qui, par l'ampleur de l'événement parisien, va avoir un effet de paralysie sur l'ensemble du territoire. D'où cette idée de séisme de Marx. Le premier facteur proprement politique. La Constitution elle-même ouvre des possibilités proprement politiques. La Constitution de 1848. Et là, c'est un autre facteur politique, ce n'est pas un facteur économique. La Constitution de 48, elle énonce le suffrage universel. C'est un suffrage universel partiel puisqu'il est masculin. Encore. Et de dénoncer le suffrage universel, ça ouvre des possibilités d'action collective, dit Marx, à travers une contradiction dans cette Constitution. Je cite Marx. La contradiction majeure de cette Constitution consiste en ceci. Les classes dont elle est censée perpétuer l'esclavage social, prolétariat, paysan, petit bourgeois, elle les met en possession du pouvoir politique en vertu du suffrage universel. Elle bride sa domination politique par ses dispositions démocratiques, qui facilitent à chaque instant la victoire des classes ennemies et compromettent les fondements même de la société bourgeoise. Donc, le suffrage universel ouvre une contradiction. La Constitution de 48 est encore une constitution de domination de la bourgeoisie, mais potentiellement le suffrage universel fragilise le pouvoir de la bourgeoisie. En ouvrant la possibilité que le prolétariat, les paysans, les petits bourgeois s'emparent du suffrage universel, et comme c'est les plus nombreux, mettent en cause, disons, la domination bourgeoise. Donc là, on a aussi un facteur proprement politique, qui est une constitution, avec un dispositif politique, le suffrage universel. On n'est pas quelque chose qui renvoie à une économie dans le mouvement d'action collective. On pourrait dire qu'ici, Marx dessine une certaine idée de ce que c'est que l'émergence de la République en France. La République, c'est deux choses ambivalentes. C'est une forme de la domination bourgeoise, mais aussi c'est un nouvel espace d'action pour les classes dominées. À la fois forme de la domination bourgeoise et nouvel espace d'action pour les classes dominées. Donc, crée une ambivalence de la notion de République. À la fois forme de domination et aussi appui pour des formes d'émancipation. Ce qui conduira à l'époque au mouvement vers, face à cette contradiction, au mouvement vers l'abolition du suffrage universel. L'Assemblée législative va abolir le suffrage universel en 1850. Enfin, dernier point de ces dimensions proprement politiques,
c'est l'idée que certaines formes peuvent avoir des usages proprement politiques alors qu'elles ne sont pas au départ des formes politiques. C'est le cas, disons, des coopératives ouvrières de production à l'époque. On est dans une période, donc, à cause de la Révolution française, de la loi Le Chapelier, ou à cause de la menace que représentaient pour la République les corporations, les associations et les syndicats ne sont pas légaux, ne sont pas reconnus. Contrairement, par exemple, à la Grande-Bretagne. C'est un héritage de la loi Le Chapelier et de la menace de la reconstitution des corporations qui mettent en cause la République. Donc, il va falloir attendre la Troisième République, les débuts de la Troisième République pour avoir la reconnaissance des syndicats, des associations, etc. Mais par contre, une structure économique comme les coopératives ouvrières de production sont admises. C'est une forme économique. Elles n'ont, en fait, nous dit Marx, peu de contenu économique. En fait, elles servent de substitut à l'action syndicale. C'est-à-dire que les ouvriers leur donnent une autre fonction que celle qui est formellement la leur de produire des choses. Voilà ce que dit Marx. Les coopératives ouvrières de production tolérées comme sociétés purement commerciales, économiquement quasi inexistantes, devinrent politiquement autant de moyens de cimenter le prolétariat. Les coopératives ouvrières de production tolérées comme sociétés purement commerciales, économiquement quasi inexistantes, devinrent politiquement autant de moyens de cimenter le prolétariat. Ça, on retrouvera ça dans l'action collective souvent, comment les acteurs s'emparent de formes en leur donnant un autre sens. Par exemple, avant le mouvement de révolte au sein de l'Allemagne de l'Est qui va donner la chute du mur de Berlin, il n'y a pas des groupes politiques autres que le Parti communiste ou ses alliés ne sont pas admis. Et donc, l'organisation politique va s'effectuer dans les églises protestantes. Les églises protestantes ne sont pas des formes directement politiques normalement, mais dans ce cadre, c'est ça qui a servi, comme les scopes ont pu servir, disons, en 1848 aux ouvriers, bien que ce n'était pas leur fonction. Donc on va retrouver ça souvent, disons, dans l'action collective, la façon d'utiliser des formes existantes, disons, en leur donnant un autre usage. Alors, là, j'ai donné des exemples d'analyse, disons, qu'on trouve des classes de l'État et de dimensions proprement politiques de l'action, sous un angle un peu sociologique, puisque c'est ce qui est assez important dans ce texte, plus important par exemple que le manifeste du Parti communiste. Ce n'est pas un manifeste, c'est une analyse de la situation. Ça ne veut pas dire que la posture militante et prophétique de Marx n'est pas présente. Elle reste un des fils présents dans le texte, même s'il n'a pas la même présence que dans un manifeste politique. Par exemple, une phrase typique: le secret de la révolution du XIXe siècle, l'émancipation du prolétariat. Voilà une formule de Marx. Le secret de la révolution du XIXe siècle, l'émancipation du prolétariat. Donc on a cette dimension militante et prophétique. Marx pensait que le renversement du capitalisme s'effectuerait avant la fin du XIXe siècle. Passons maintenant à l'analyse d'événements sociaux et politiques qui suivent. Le grand D, le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Du livre. Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Donc c'est un livre publié en 1852.
chaque fois, ce qui est assez remarquable, en fait, c'est que ces textes, l'étude de classe en France, les études Brumaire, en fait, c'est du journalisme. Mais du journalisme comme on en connaît peu, c'est-à-dire qui, au moment même des événements, met en perspective de manière plus construite les événements, sur le moment. Donc, le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, c'est aussi une analyse d'une conjoncture historique à chaud, sur le moment. C'est un livre encore plus important aujourd'hui pour les sciences sociales et particulièrement la science politique. C'est sans doute le livre considéré comme le plus important aujourd'hui pour la science politique de Marx. Il fait partie, d'une certaine façon, du patrimoine de la science politique. Puisqu'on y trouve quelque chose comme une esquisse de sociologie politique telle qu'on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire comme une sociologie des relations politiques, une sociologie du champ politique, comme dirait-on. Et qui va justement tenter d'associer la sociologie des rapports entre les classes et une analyse des luttes politiques sur la scène politique. Donc, comment lier ces deux éléments, une analyse des rapports entre les classes et une analyse des luttes sur la scène politique. Donc on a un début de problématisation à travers une étude concrète, empirique, à la fois des analyses des rapports entre les classes dans une société donnée et de la scène politique. Scène politique qui est dotée d'une autonomie relative par rapport au rapport entre les classes. C'est là qu'émerge, à travers ces analyses, l'idée d'une autonomie de la scène politique par rapport au rapport entre les classes. Donc, vous allez voir dans les visions manichéennes marxistes l'idée que la scène politique, c'est simplement l'expression directe des rapports entre les classes. Donc, ce qui est construit là peu à peu, c'est l'idée qu'il y a une autonomie de ce qui se passe dans la politique par rapport au rapport entre les classes. Alors, pour ne pas répéter des choses qui sont dans le livre qu'on a déjà vues avec les deux autres textes, je vais me limiter à 3 entrées principales. Premièrement, petit 1, une conception de l'histoire. Alors, émerge à travers ce texte une conception de l'histoire. Petit 1, une conception de l'histoire. C'est le début du chapitre 1. Une phrase célèbre. Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas de plein gré dans des circonstances librement choisies. Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas de plein gré dans des circonstances librement choisies. Celles-ci, les circonstances, ils les trouvent au contraire toutes faites, données, héritées du passé. Celles-ci, ils les trouvent au contraire toutes faites, données, héritées du passé. Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas de plein gré dans des circonstances librement choisies. Celles-ci, ils les trouvent au contraire toutes faites, données, héritées du passé. Et Marx ajoute, la tradition de toutes les générations mortes pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants. La tradition de toutes les générations mortes pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants. Cette dernière phrase sur la tradition des générations mortes par rapport aux vivants, elle est très proche d'une phrase de la première édition du livre 1 du Capital. On n'est plus en 1852, on est en 1867, donc bien après. Et dans cette préface à la première édition du livre 1 du Capital en 1867, Marx écrit « Nous avons à souffrir non seulement de la part des vivants, mais encore de la part des morts. Le mort saisit le vif. » Ça, c'est dans le Capital. Nous avons à souffrir non seulement de la part des vivants, mais encore de la part des morts. Le mort saisit le vif. Le mort saisit le vif, c'est-à-dire que le passé mort bloque l'action présente, l'action des vivants.
c'est un schéma qu'on retrouvera dans la psychanalyse, chez Freud, avec l'idée que le passé mort bloque le présent dans le fonctionnement psychique. Donc on retrouvera dans la sociologie de Bourdieu avec la notion d'habitus, où les premières expériences bloquent le développement de la personne. Donc c'est un schéma qui a pris une certaine consistance dans les sciences sociales. Cette idée que le passé mort contribue à bloquer l'action présente des vivants. Alors, si on reprend la première phrase, on a une conception d'une historicité radicale des sociétés humaines, nouvelle. Historicité radicale parce que les humains sont principalement caractérisés par leur caractère historique. Ce qui est nouveau dans la conception, qui en fait a été amorcé avant Marx par Hegel. Cette historicité des sociétés humaines, elle est appréhendée comme un faire, le verbe faire, qui combine les trois dimensions du temps. Un faire, AI et RO. Ça combine le passé, c'est-à-dire le déjà fait dont on hérite. Déjà fait dont on hérite, ça c'est le passé. Le présent c'est le en train de se faire à partir de ce dont on hérite. Le en train de se faire à partir de ce dont on hérite. Et l'avenir, c'est le à faire. À plus loin faire. Donc, un caractère historique fondamental des sociétés humaines, on pourrait associer au verbe faire avec ces trois dimensions du temps combinées, le passé, le déjà fait, le présent, le en train de se faire, et l'avenir, le à faire. Dans ce cadre, le caractère historique des sociétés humaines a une double dimension de contrainte et d'ouverture. C'est-à-dire, l'histoire, c'est quelque chose qui contraint et qui ouvre. Contrainte, ouverture. Contrainte, puisque l'histoire se sédimente en contraintes issues du passé. Je ne fais pas ce que je veux, de plein gré. Je ne choisis pas les circonstances dans lesquelles j'agis. Mais en fait, j'agis sans que je décide dans des circonstances qui me sont imposées, et qui sont héritées du passé. Donc l'histoire se sédimente en contraintes issues du passé sur le présent, et en même temps, ce présent est doté d'une ouverture vers l'avenir. Les hommes font leur histoire. C'est-à-dire qu'ils font quelque chose qui n'est pas complètement encore là. Oui. Est-ce que vous êtes toujours la réflexion de Hegel de passer à ce que La différence avec... il y a plusieurs différences, il y a celle que voit Marx, et une des différences importantes, c'est que, d'une certaine façon, le sens chez Hegel est donné au départ. C'est-à-dire que malgré les vicissitudes, les hommes fabriquent bien l'histoire, mais de manière complètement non consciente, et l'histoire va dans une direction, nécessairement, qui est la direction de la liberté. Donc, d'une certaine façon, en fait, les hommes vont vers la liberté sans savoir qu'ils travaillent avec la liberté. Et parfois même, c'est la tyrannie qui prépare la liberté. Par exemple, il
il faut des Napoléons pour aller vers la liberté. Donc là, on a une dimension plus ouverte de l'histoire par rapport à cette idée que finalement, il y a une direction posée à l'avance de ce que c'est que l'histoire chez Hegel. Il faut noter aussi que l'action présente n'est pas réduite à sa dimension volontaire, si on prend la différence avec le manifeste du Parti communiste. Dans le manifeste du Parti communiste, il y a des formulations, je les ai indiquées, où c'est la volonté qui prime. C'est très lié, disons, au registre militant du livre, avec cette idée que c'est la volonté qui fabrique la réalité. Là, les hommes font en histoire, donc il y a bien une action qui produit l'histoire des hommes, mais pas de plein gré. C'est pas la volonté qui prime, puisque l'action se situe dans des circonstances qui s'imposent aux humains et qui sont indépendantes de leur volonté. Et donc, s'il y avait une forte présence du registre de la volonté, du volontaire dans le manifeste du Parti communiste, là, on a une combinaison entre le volontaire et le non-volontaire. Hein. Les circonstances qu'ils n'ont pas choisies, c'est du non-volontaire. Et c'est une rencontre entre les deux qui fait l'histoire. Entre les volontés et ces circonstances qui n'ont pas choisi. Et il y a aussi la part des circonstances plus le poids particulier du passé un poids particulier donné à ce qui s'est passé avant, hein, qui bloque. Ça ne ferme pas complètement, mais ça bloque fortement. Le morse des oublis. Hein. Ça pèse. Il y a aussi, il faut noter, l'importance du style qui est toujours considéré comme important chez Marx. Par exemple, cette phrase célèbre, qui vient juste après, Hegel note quelque part que tous les grands événements et personnages historiques surviennent pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d'ajouter une fois comme tragédie et la fois d'après comme farce. Et là, il veut faire la distinction entre Napoléon Ier et Napoléon III. Hein. Napoléon III, c'est la farce. Donc une nouvelle conception de l'histoire des sociétés humaines, hein, qui se glisse, disons, dans ce texte. Deuxième point important, c'est classe et représentation politique. Classe au pluriel, hein, classe et représentation politique. Alors, je vais lire un, et puis vous retrouverez la citation sur le PowerPoint, et je vais reprendre des éléments. Mais c'est le chapitre 3, et c'est ce qui appelle les revendications démocratiques de la petite bourgeoisie via la nouvelle montagne. Donc, les positionnements politiques particuliers entre 1850 et 1852 de la petite bourgeoisie, donc les commerçants, on va dire, que Marx appelle les boutiquiers, les shopkeepers. La nouvelle montagne, c'est la réinvention de la référence à la Révolution française, des montagnards de la Révolution française, mais dans ce cadre de réappropriation. Alors voilà ce qu'écrit Marx. Il ne faut cependant pas épouser l'idée bornée
c'est intéressant à noter l'idée de Bornet parce que ça serait souvent ce qu'on pourrait dire de discours marxiste. Il ne faut seulement pas épouser l'idée bornée que la petite bourgeoisie voudrait faire aboutir par principe un intérêt égoïste de classe. Il ne faut cependant pas épouser l'idée bornée que la petite bourgeoisie voudrait faire aboutir par principe un intérêt égoïste de classe. Donc, dans les revendications démocratiques de la petite bourgeoisie, il ne s'agit pas directement de faire advenir un intérêt qui serait lié aux intérêts immédiats de classe de ces groupes. C'est important, ça veut dire que dans la politique, dans le rapport entre les classes et la politique, il ne s'agit pas de faire immédiatement défendre des intérêts économiques. Parce que justement, il y a une autonomie de la sphère politique, de l'espace politique. Donc, il ne faut pas épouser l'idée bornée que la petite bourgeoisie pourrait faire aboutir par principe un intérêt égoïste de classe. Elle croit au contraire que les conditions particulières de son émancipation sont les conditions générales offrant seules la possibilité de sauver la société moderne et d'éviter la lutte des classes. Elle croit au contraire que les conditions particulières de son émancipation sont les conditions générales offrant seules la possibilité de sauver la société moderne et d'éviter la lutte des classes. Il y va de la croyance, j'en parlais tout à l'heure, dans le rapport entre les membres d'une classe et leurs intérêts, il y a des croyances, il y a des illusions. Ce que Marx appellera ailleurs l'idéologie. Donc, il ne faut pas envisager les rapports des membres d'une classe et de la politique sous un mode, on va dire, cynique, où il s'agit de faire advenir son intérêt cyniquement. Non, parce que c'est médié par des croyances et des illusions, ce que Marx appelle l'idéologie. Et donc, dans ce cas-là précis de la petite bourgeoisie, les shopkeepers, il y a la croyance dans laquelle la situation particulière, c'est l'intérêt général. Et ça, c'est assez courant, cette idée que mes intérêts particuliers ou mon expérience particulière, en fait, c'est l'intérêt général. Parce que, par exemple, sans arrêt, la politique est alimentée par ce type de croyance. Par exemple, la théorie macronienne du ruissellement, c'est ça. C'est l'idée que si on donne plus de liberté aux riches, ça va ruisseler à un moment donné sur l'ensemble de la société. Et donc, ça va bénéficier à l'ensemble. Et que donc, c'est cette croyance que l'intérêt particulier ou la situation ou l'expérience particulière est une clé de l'intérêt général. Ce n'est pas un rapport cynique. Elle croit, au contraire, que les conditions particulières de son émancipation sont les conditions générales. Premier élément aussi de cette autonomie, les croyances, ou ce qu'on appelle l'idéologie. Il ne faut pas s'imaginer non plus que les représentants démocrates sont tous des shopkeepers, des boutiquiers ou qui sympathisent avec nous. Il ne faut pas s'imaginer non plus que les représentants démocrates sont tous des shopkeepers, des boutiquiers ou qu'ils sympathisent avec nous. C'est-à-dire, les représentants des classes ne sont pas nécessairement, et même le plus souvent, issus des classes qu'ils représentent. Ceux qui vont représenter les intérêts de la petite bourgeoisie, les shopkeepers, ne sont pas les boutiques. Ceux qui représentent les intérêts d'ouvriers ne sont pas nécessairement des ouvriers. Songeons 1981, 70% des ouvriers votent le deuxième tour pour François Mitterrand. Mais François Mitterrand n'est pas un ouvrier. 70%. Les représentants des patrons ne sont pas nécessairement des patrons.
Et en fait, il y a très peu de chefs d'entreprise qui sont ministres, etc. Donc, les représentants politiques des intérêts d'une classe ne sont pas nécessairement directement issus de cette classe, n'ont pas l'expérience de cette classe. Il y a un écart. Il ne faut pas s'imaginer non plus que les représentants démocrates sont tous des shopkeepers, des boutiquiers ou qui sympathisent avec eux. Par leur éducation et leur situation individuelle, ils peuvent s'en distinguer comme le jour et la nuit. C'est clair, ça va être le cas, par exemple, en 1848. Le principal représentant démocrate de la petite bourgeoisie, c'est un poète et un écrivain, Lamartine. Il n'a rien à voir avec la situation matérielle des commerçants. Et pourtant, c'est Lamartine qui va porter la voix de la petite bourgeoisie et des revendications démocratiques de la petite bourgeoisie en 1948. Par leur éducation et leur situation individuelle, ils peuvent s'en distinguer comme le jour et la nuit. Parfois, c'est les mêmes professions qui vont représenter des intérêts très différents. Notamment, il y a une prédisposition, historiquement en France, de la profession d'avocat. François Mitterrand est avocat, Nicolas Sarkozy est avocat. Donc, ils ne vont pas représenter exactement les mêmes groupes. Ce qui en fait des représentants du petit bourgeois, c'est qu'intellectuellement, ils ne dépassent pas les limites que celui-ci ne franchit pas dans la vie. Si bien qu'ils sont contraints théoriquement aux mêmes tâches et solutions auxquelles le petit bourgeois est contraint pratiquement par l'intérêt matériel et la situation sociale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même situation matérielle que la petite bourgeoisie, ils n'ont pas les mêmes expériences, mais ils ont des limitations analogues dans la vision du monde. Dit Marx. Et Marx finit, parce que là il prend un cas, alors on peut dire c'est un cas, et puis ça se passe autrement dans le cas des autres cas. Et il termine, tel est d'une manière générale le rapport des représentants politiques et littéraires d'une classe à la classe qu'ils représentent. Tel est d'une manière générale le rapport des représentants politiques d'une classe à la classe qu'ils représentent. Donc, il généralise le constat fait sur les revendications démocratiques de la petite bourgeoisie entre 1850 et 1852 à une analyse plus générale des rapports entre représentants politiques et classes sociales. Il dit représentants politiques et littéraires parce qu'à l'époque, la notion de parti n'existait pas. Hein. Souvent, les représentants vont être des journalistes, souvent des avocats, des écrivains, des poètes, hein, en toute cette période. Donc, si on reprend ces différents éléments, cette esquisse d'analyse de la représentation politique des classes, il y a un rapport fort entre classe sociale et représentation politique. Donc il y a bien un rapport entre classe sociale et représentation politique. C'est un type de position. Tout le monde en sociologie de la construction collective ne va pas considérer qu'il y a un lien fort entre classe sociale et représentation politique. Pour Marx, il y a un lien fort. Mais, deuxièmement, ce rapport n'est pas direct, il est indirect. Ce rapport n'est pas direct, il est indirect. Ce rapport indirect, il est sur deux plans au moins. Sur le plan des idées défendues par les classes et sur le plan des caractéristiques sociales des représentants. Rapport indirect sur le plan des idées défendues par les classes et les représentants des classes sur la scène politique.
ne pas épouser l'idée bornée que la petite bourgeoisie voudrait faire aboutir par principe à un intérêt égoïste de classe. Donc, c'est plutôt, pour Marx, la croyance dans laquelle, en défendant mes intérêts particuliers, je crois défendre l'intérêt général. Donc, le rapport classe sociale représentation politique, pas direct mais indirect, sur le plan des idées défendues par les classes et les représentants des classes, sur la scène politique. Il est indirect aussi sur le plan des caractéristiques des représentants des classes. Les caractéristiques sociales des représentants ne sont pas les mêmes que les caractéristiques sociales des représentés. Et Marx dit qu'ils peuvent s'en distinguer comme le jour et la nuit. Donc, il y a des décalages entre les caractéristiques des représentants et les caractéristiques sociales des représentés. Enfin, on pourrait dire que ce rapport indirect est marqué par un certain travestissement, donc des illusions. Elle croit au contraire que les conditions particulières de son émancipation sont les conditions générales. Il y aurait des mécanismes d'auto-illusion dans les représentations des classes par elles-mêmes. Mécanismes d'auto-illusion, donc, que Marx appelle idéologique dans un autre texte important, mais qui sera publié son vivant, un des premiers grands textes de Marx et Engels, idéologie allemande. Un texte écrit en 1845-1846. C'est le texte principal de Marx pour analyser les mécanismes idéologiques et le rapport entre les classes et les idéologies. C'est très, encore, distinct de ce qui se présente comme une critique du capitalisme aujourd'hui sous des formes conspirationnistes. Dans les formes conspirationnistes de la critique du capitalisme, il n'y a pas d'idéologie. C'est-à-dire, c'est la manipulation par les méchants riches qui fait le capitalisme. Les ultra-riches sont méchants, ils veulent le malheur des pauvres, et ils agissent dans l'ombre pour faire le malheur des pauvres. Ça, c'est la version critique du capitalisme qu'on trouve sur Internet et les réseaux sociaux qui parfois se qualifient de marxistes. Ça n'a rien à voir avec Marx. Parce que Marx, il y a les mécanismes idéologiques. Ce n'est pas une volonté de manipulation dans l'ombre qui crée la réalité. Bon. C'est très différent, Marx, par exemple, du modèle de propagande de Noam Chomsky, qui marque fortement ce que j'appelle la pensée monde diplôme, manipulation. Donc, il y a un rapport fort entre classe sociale et représentation politique, mais ce rapport est indirect, pas direct, et il est marqué par un travestissement des illusions, des mécanismes idéologiques. Les discours de Donald Trump, c'est pas de dire « je veux défendre les intérêts des milliardaires dont je suis ». D'ailleurs, il a réussi à avoir une fraction du vote ouvrier aux États-Unis. Et il y a bien une conception de l'intérêt général qu'il défend.
défendrait une certaine conception de l'intérêt. Et il n'y a pas de raison de penser qu'il n'y croit pas lui-même. Il ne croit pas à ses propres illusions. Et que tout ça, c'est cynique et c'est simplement parce qu'il veut défendre ses intérêts de milliardaire. Ça, c'est la vision conspirationniste. Et c'est d'autant plus efficace si les représentants croient à ce qu'ils disent. Quand c'est cynique, c'est moins efficace, justement. Parce que c'est plus difficile à faire croire si les locuteurs n'y croient pas eux-mêmes. Donc, ce caractère indirect des rapports entre classe sociale et représentation politique ménage implicitement chez Marx une autonomie relative de la scène politique. Le mot autonomie n'est pas utilisé par Marx, mais on peut dire que c'est là que se développe l'idée d'une autonomie relative de la scène politique, par rapport au rapport entre les classes. C'est une autonomie relative, elle est plus relative, moins autonome que celle qui sera reconnue aujourd'hui par la sociologie politique. Mais c'est le début d'une problématisation de l'autonomie de la scène politique, que Bourdieu appellera le champ politique. Celui qui va en partie radicaliser cette autonomie, qu'on verra par la suite, c'est Max Weber, avec l'analyse des mécanismes, disons, de la professionnalisation politique. Mais on a déjà l'amorce d'une analyse de l'autonomie de la scène politique par Marx dans le 18 mouvement. Troisième et dernier dimension du 18 Brumaire, petit 3, une approche ambivalente des classes entre objectivisme et constructivisme. Une approche ambivalente des classes entre objectivisme et constructivisme. Oui. Juste à plus facile à formuler, en une phrase, reformuler l'idée sur laquelle il n'y a pas de volonté manipulatrice, enfin, et le lien avec l'autonomie relative de la scène politique, c'est pas très clair. J'ai bien compris. S'il n'y a pas d'autonomie, c'est que simplement, il y a des gens qui défendent consciemment et cyniquement leur intérêt. Et que les patrons, c'est eux qui sont les hommes politiques, et c'est eux qui directement font les lois, etc. etc. Ça, il n'y a pas d'autonomie de la scène politique, il y a simplement l'espace des rapports entre les classes. S'il y a une autonomie de la scène politique, c'est qu'il y a bien un rapport avec les classes sociales et la représentation politique, mais il est indirect. Les représentants des bourgeois comme des ouvriers ne sont pas des bourgeois et des ouvriers. Premier élément. Deuxième élément, souvent ces représentants pensent défendre l'intérêt général. Et il y a des mécanismes d'auto-illusion, des mécanismes idéologiques. Ça fonde l'idée qu'il y a une autonomie de l'espace politique et des jeux proprement politiques et des luttes politiques. Si les représentants politiques et les différents groupes sociaux, c'est la même chose, et si ces représentants politiques qui seraient directement issus des groupes sociaux dont ils défendent les intérêts sont clairement conscients de manière cynique de défendre leurs intérêts, eh bien, il n'y a plus d'autonomie de la scène politique. En fondant à la double dimension les écarts entre les propriétés sociales des représentants et les propriétés sociales des représentés, et en fondant les mécanismes d'illusion idéologique, Marx fonde cette idée d'autonomie de la scène politique. Ça, c'est ce que fait Marx. Évidemment, pour l'analyse, ça serait compliqué, parce qu'évidemment, dans l'idée que les différents groupes sociaux défendent leurs intérêts, la grande difficulté, c'est quoi leurs intérêts? Ça ne va pas de soi. Est-ce que il y a des gens qui nous disent, dans les commentateurs, sur Internet, etc., mais les intérêts de la bourgeoisie, c'est Macron, c'est pas Le Pen. Mais qu'est-ce qui dit ça? Qu'est-ce qui dit que pourquoi la bourgeoisie, et ça serait qui les intérêts de la bourgeoisie?
qui les définit. Et ça ne va pas de soi. Et si ça ne va pas de soi, c'est que la scène politique elle-même est un lieu de définition des intérêts des uns et des autres, dans son autonomie. Qui définit les intérêts des ouvriers? Aujourd'hui, parmi les ouvriers qui votent le plus, c'est le Rassemblement national. C'est le premier parti parmi les ouvriers qui votent. Est-ce que les intérêts des ouvriers, c'est, disons, la lutte contre l'immigration, ou les intérêts des ouvriers, c'est l'alliance avec les migrants? Qui le dit? Ce n'est pas les intérêts objectifs des ouvriers qui le disent. C'est une scène politique autonome qui définit les différents groupes politiques qui vont défendre les différentes options et qui vont dire quels sont les intérêts des ouvriers, quels sont les intérêts des patrons, quels sont les intérêts des autres groupes sociaux, des paysans, etc. Bon. Et donc, à partir du moment où on a intégré l'autonomie de la scène politique elle-même est un lieu de définition des intérêts, qui ne vont pas de soi. S'il n'y a pas cette autonomie, il y a une évidence des intérêts des uns et des autres, et simplement, il y a ces intérêts s'expriment. Ils sont connus, on sait lesquels ils sont, et ils s'expriment directement. Donc, ce saut vers l'autonomie de l'espace politique est un saut très important pour penser énormément de choses. Et c'est cette autonomie qui fonde, disons, la sociologie politique moderne. Alors, le troisième point, une approche ambivalente des classes entre objectivisme et constructivisme. C'est le chapitre 7 à propos de ce que Marx appelle les paysans parcellaires. Les paysans parcellaires, en fait, c'est la très grande majorité de la population française à l'époque. C'est-à-dire des paysans qui sont la classe la plus nombreuse et qui possèdent de petites parcelles. D'où l'expression paysan parcellaire. Et voilà donc dans le chapitre 7 des études Brumaire ce que Marx va dire à propos des paysans parcellaires. Dans la mesure où des familles vivent par milliers dans des conditions économiques d'existence qui séparent leur mode de vie, leurs intérêts et leur instruction de ceux des autres classes et les dressent contre celles-ci, elles constituent une classe. Premier élément, dans la mesure où les paysans parcellaires sont une classe. Dans la mesure où des familles vivent par milliers dans des conditions économiques d'existence qui séparent leur mode de vie, leurs intérêts et leur instruction de ceux des autres classes et les dressent contre celles-ci, elles constituent une classe. Donc les paysans parcellaires d'un certain angle sont une classe, parce que ça concerne des individus qui vont vivre dans des conditions économiques semblables, avec donc des modes de vie qui les séparent des autres groupes, des intérêts qui les séparent d'autres groupes, et aussi, il faut noter ça, puisque ça amorce que Bourdieu dira par la suite sur le capital culturel, leur instruction. Marx prend en compte l'instruction. Donc ce qu'on appellerait aujourd'hui le capital scolaire ou le capital culturel. Donc, en fonction de, on pourrait dire, ces critères objectifs, les conditions économiques d'existence, le mode de vie, les intérêts, l'instruction, les paysans parcellaires sont une classe. Mais il y a une deuxième phrase. Pour autant qu'il n'y a qu'un rapport local entre les petits paysans, que l'identité de leurs intérêts ne crée ni communauté, ni lien national, ni aucune organisation politique, ils ne constituent pas une classe. Pour autant qu'il n'y a qu'un rapport local entre les petits paysans, que l'identité de leurs intérêts ne crée ni communauté, ni lien national, ni aucune organisation politique, ils ne constituent pas une classe. C'est une classe sous un certain angle, c'est pas une classe sous un autre angle.
c'est à la fois une classe et ce n'est pas une classe. Les paysans parcellaires. Ce n'est pas une classe parce que ces petits paysans n'ont aucun rapport local entre eux. Et il manque le lien national. On retrouve cette idée du lien national qu'on trouvait déjà dans le manifeste. Pour que ça soit vraiment une classe, il faut qu'il y ait un lien national. Le lien local ne suffit pas. Il y a peut-être des intérêts communs, mais ces intérêts communs ne créent pas une communauté. Il n'y a pas d'organisation politique qui représente ce groupe, les paysans parcellaires. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est, en fait, le futur Napoléon III qui va les représenter et qui va gagner d'une certaine façon. Parce que c'est lui qui va incarner ce groupe qui est très largement majoritaire de petits paysans sur le territoire français. Mais il n'y a ni communauté, ni lien national, ni organisation politique. Donc, il y a une hésitation chez Marx entre une pente objectiviste et une pente constructiviste. Une pente objectiviste qui donne une objectivité à la classe dans les conditions objectives d'existence de la classe. Conditions économiques d'existence, identité de leurs intérêts. Même, donc, il inclut l'instruction. Il y a une pente constructiviste, puisque ça fait de la classe non une donnée objective, mais le produit d'une activité des acteurs. Une activité à triple dimension culturelle, il faut qu'on crée une communauté entre ces personnes. Ils ont peut-être des intérêts communs, mais il n'y a pas de communauté. Donc il y a une dimension culturelle. Deuxièmement, il y a une unification nationale, il faut un lien national. Troisièmement, il faut un travail politique, une organisation politique. Donc, il y a une pente objectiviste, il y a une objectivité de la classe, et sous un angle objectif, c'est une classe. Il y a une pente constructiviste, ce n'est pas une classe parce qu'il manque ces dimensions culturelles, unification nationale et politique. C'est une classe. Dans les termes de Pierre Bourdieu, on pourrait dire que les paysans parcellaires sont une classe probable. Il oppose Bourdieu à une classe mobilisée. Dans un article de 1984. Une classe probable, parce que ça pourrait être une classe, puisqu'il y a un certain nombre de conditions économiques qui créent la possibilité d'une classe. Mais en même temps, ce n'est pas une classe mobilisée, parce qu'il n'y a pas ce travail politique que le constitue en classe. Il n'y a pas, dans le texte, hein, il n'y a pas une façon de lever, une articulation, une façon de lever l'hésitation entre c'est une classe et c'est pas une classe. Il y a simplement cette énoncé. C'est à la fois une classe et ce n'est pas une classe. C'est là qu'on va arriver au grand E pour traiter du rapport avec ce que la tradition marxiste appelle classe en soi, classe pour soi. Donc c'est le grand E, classe en soi, classe pour soi dans le marxisme et chez Marx. Classe en soi, classe pour soi dans le marxisme et chez Marx. Oui. Pour revenir sur ce que vous disiez par rapport aux paysans, Oui. si l'analyse par exemple de Marx et de Bourdieu, elle fait un peu philosophiquement incarnée. Dans le cadre de la France à cette époque. Hein. Il mentionne
mesure, c'est extérieur, Non, j'ai pas parlé que des paysans. Classe probable, classe mobilisée, c'est pour toutes les classes. Il y a des classes probables, il y a des classes mobilisées. C'est une analyse générale des classes. Ça peut être la bourgeoisie, ça peut être, c'est pas lié aux paysans. Ça a changé aujourd'hui pour les paysans, pas simplement les mouvements agrariens, mais on a eu le développement de la mutualité agricole, on a tout un ensemble d'institutions aujourd'hui qui représentent les mondes paysans, on a des syndicats évidemment, on a même lié à les formes financières, le crédit agricole, il y a tout un ensemble d'institutions qui créent un lien national. Alors, ça a été posé comme question, je crois, à la séance précédente, c'est quelque chose qui traîne dans la littérature marxiste, l'idée qu'il y aurait une résolution du problème, entre objectivisme et constructivisme, avec le schéma classe en soi, classe pour soi. C'est un schéma dérivé de Hegel, parce que c'est un mode de pensée qui est lié à Hegel, où chez Hegel, il y a souvent un rapport entre ce qui est en soi et ce qui est pour soi. Ce qui est en soi, qui existe objectivement, ce qui est pour soi, qui rentre dans la conscience des personnes. Donc cette dichotomie en soi pour soi est héritée de Hegel. Donc elle a beaucoup été sollicitée par la tradition marxiste pour analyser les classes, il y a sans doute des milliers de pages sur cette thématique. Chez Marx, c'est compliqué parce que il existe 5 lignes uniquement qui ont un rapport avec ça. Qui ont un rapport. 5 lignes. C'est peu pour fonder une théorie marxiste des différences entre classe en soi et classe pour soi. Il y a 5 lignes où Marx suggère une distinction approchante. C'est dans le livre Misère de la philosophie, qui date de 1847. Uniquement dans ce livre. C'est un livre polémique de Marx, puisque c'est un livre orienté sur quelqu'un qui était avant, avec qui il avait des relations amicales, qui était un ami, qui était Proudhon. Donc c'est le livre de rupture avec Proudhon. Proudhon avait écrit un livre intitulé Philosophie de la misère, Marx publie un livre Misère de la philosophie. Alors, dans ce livre, Misère de la philosophie, voilà ce qu'écrit Marx. Je le dis, c'est la seule fois. Hein. Les conditions économiques avaient d'abord transformé la masse du pays en travailleurs. Les conditions économiques avaient d'abord transformé la masse du pays en travailleurs. La domination du capital a créé à cette masse une situation commune des intérêts communs. La domination du capital a créé à cette masse une situation commune des intérêts communs. Ainsi, cette masse est déjà une classe vis-à-vis du capital, mais pas encore pour elle-même. Ainsi, cette masse est déjà une classe vis-à-vis du capital, mais pas encore pour elle-même. Donc, on a des conditions économiques qui développent le nombre de travailleurs. On a le développement du capitalisme qui va créer des intérêts communs à cette masse de travailleurs. Cette masse existe comme classe vis-à-vis du capital, mais pas pour elle-même. Dans la lutte, cette masse se réunit, elle se constitue en classe pour elle-même. Dans la lutte, cette classe se réunit, elle se constitue en classe pour elle-même. Donc cette classe, elle existe d'abord, on peut dire objectivement, vis-à-vis du capitalisme,
n'est pas pour elle-même, elle n'en a pas conscience, et c'est dans la lutte qu'elle se constitue en classe pour elle-même. Les intérêts qu'elle défend deviennent des intérêts de classe. C'est dans cette lutte que les intérêts qu'elle défend deviennent des intérêts de classe. Ils ne sont pas au départ des intérêts de classe, nécessairement. Les intérêts qu'elle défend deviennent des intérêts de classe. La lutte de classe à classe est une lutte politique. La lutte de classe à classe est une lutte politique. Donc, on voit ici que c'est le seul extrême Marx qui ressemble à classe en soi, classe pour soi, hein, qui a été beaucoup développé dans la tradition marxiste. On pourrait dire que quand Marx dit que la classe existe vis-à-vis du capital, n'est pas pour elle-même, elle existe en soi, dans les conditions économiques, mais pas dans sa conscience. Donc ça serait, elle existe en soi, elle existe pas en soi. Et puis quand il écrit dans la lutte, elle se constitue en classe pour elle-même, parce qu'elle pour soi. Donc c'est les seules indications, là, il y a 5 lignes, 5 phrases, c'est les seules indications qu'on trouve chez Marx qui vont dans ce sens. Il ferait un lien entre la pente objectiviste et la pente constructiviste. On l'a vu que dans le manifeste du Parti communiste, il n'y a pas de lien, c'est deux fils séparés. Et on a vu dans 18 Brumaire qu'il y a une hésitation. C'est une classe et c'est pas une classe. Mais il n'y a pas de solution pour le lien entre les deux. Donc la seule fois où il y a quelque chose qui ressemble à en soi, au soi comme une solution, c'est dans ce passage de Misère de la philosophie de 1847. Ce schéma, classe en soi, classe pour soi, donc il y a un schéma marxiste plus que marxien. Hein. Ce schéma est différent de ce que j'ai dit sur classe probable et classe mobilisée dans l'article de Bourdieu de 84. Il est différent de différentes façons. Donc il faut faire attention à ne pas considérer que c'est synonyme classe en soi, classe pour soi dans la tradition marxiste et classe probable, classe mobilisée chez Bourdieu. Premièrement, il y a une différence entre subjectif en soi et construction. Classe en soi, ça renvoie du subjectif, à la conscience, à une forme de subjectivité collective, hein, une présence dans la subjectivité collective, dans la conscience collective. La classe mobilisée renvoie à une construction, avec des institutions, des imaginaires, des formes culturelles qui ne sont pas forcément des formes conscientes. La construction, c'est pas que de la conscience. C'est bon Dieu. Il y a une dimension institutionnelle, il y a du non-conscient. Et donc, classe mobilisée, classe en soi, c'est pas exactement la même chose. Classe en soi, c'est conscience. Classe mobilisée, c'est pas que conscience. Oui. C'est pas la classe pour soi qui est conscience. Classe en soi, je veux dire, voilà. Classe en soi, c'est conscience. Et c'est différent de classe mobilisée. Parce que dans la sociologie de Bourdieu, la conscience est un tout petit bout. Il y a beaucoup de non-conscience. Alors que dans classe pour soi, il y a l'essentiel est mis sur la conscience, sur la conscientisation. Deuxième différence importante, chez Bourdieu, il y a différentes façons de construire des classes probables. On verra ce qu'il appelle aussi des classes sur le papier.
C'est-à-dire, chez Bourdieu, à un même moment, on peut construire les classes de manière différente. Il peut y avoir différentes classes probables. On envisagera ça quand on analysera l'extrême droitisation des années 80 jusqu'à aujourd'hui en France. En expliquant que l'extrême droitisation peut être appréhendée comme deux façons de construire le clivage social pertinent en France. Est-ce que c'est un clivage basé sur les ressources des individus, type riche-pauvre, patron-ouvrier, ou est-ce que c'est le clivage français-étranger? Donc, il y a toujours, pour Bourdieu, différentes façons de construire les classes qui sont en opposition. Différentes classes probables qui sont en opposition dans la lutte politique. Pour les marxistes, il n'y a qu'une façon de construire les classes. Et donc, comme il n'y a qu'une façon, le problème, c'est simplement de prendre conscience de la bonne façon. Exemple, pourquoi il y a différentes classes sur le papier, différentes classes probables sur le papier, en fonction des indicateurs empiriques qu'on prend. Chez les marxistes, c'est les rapports de production qui comptent. Chez Bourdieu, pour construire les classes probables, il faut associer capital économique et capital culturel. C'est ce qu'il fait dans son livre de 1979, La distinction. Ça peut donner des choses très différentes. Si je prends la distinction en tant qu'universitaire, donc dominant du point de vue du capital culturel, mais dominé du point de vue du capital économique, je fais partie de la fraction dominée de la classe dominante. Un universitaire, pour Bourdieu, dans la distinction, en tant que titulaire du capital culturel, fait partie de la fraction dominée de la classe dominante, celle qui a le capital culturel, mais qui n'a pas le capital économique. Si je prends les rapports de production et les marxistes, en tant qu'universitaire, je fais partie du prolétariat. Vous voyez bien, il y a une grosse différence entre les deux catégorisations. Est-ce que je fais partie du prolétariat ou est-ce que je fais partie de la classe dominante? Pour la distinction, je fais partie de la classe dominante. Pour les marxistes, je fais partie du prolétariat. Donc, en fonction des indicateurs empiriques que l'on prend, il y a toujours différentes façons de construire les classes probables. C'est-à-dire les classes qui auraient certaines conditions objectives d'existence proche. Et donc, plus pour Bourdieu, il y a une compétition entre ces classes probables. À un moment donné. Par exemple, on va imaginer ce que j'appelle l'opposition entre clivage national racial et clivage justice sociale pour analyser l'extrême droitisation. Mais on pourrait analyser les conflits autour de classes moyennes. À un moment donné, une série d'essayistes ont expliqué que ça a été repris après par l'ex-président de la République Giscard d'Estaing dans un livre qui s'appelait 2 Français sur 3, cette idée qu'en France, il y a 3 groupes, quelques riches, quelques pauvres et une immense classe moyenne. Voilà une représentation des classes qui va s'opposer à la représentation issue du marxisme qui a longtemps défendu la gauche, avec l'idée, non, il y a une classe salariée qui est l'immense majorité et une bourgeoisie. Si on se représente quelques riches, quelques pauvres, une immense classe moyenne, si on se représente la classe salariée et les détenteurs du capital, on a 2 représentations des classes très différentes qui se sont opposées dans la société française, notamment dans les années 70 et les années 80. Ça a été un élément important de l'opposition entre ce qu'on appelle droite et gauche. Si on a telle représentation ou telle autre. Donc, il y a toujours différentes classes probables possibles qu'on peut construire pour Bourdieu, et ces classes probables sont en conflit dans les luttes politiques, pour savoir quelle est la bonne classe probable.
Donc, la classe mobilisée, c'est pas simplement comme la classe pour soi de la conscience. Il n'y a pas qu'une façon de construire les classes, pour les classes probables, comme on dit. Donc il n'y a pas simplement une classe en soi, mais il y a différentes classes probables possibles, en fonction des indicateurs qu'on a. Troisièmement, le passage du probable au mobilisé n'est pas nécessaire. Alors qu'il y a une nécessité du passage chez les marxistes de la classe en soi à la classe pour soi. Une classe probable ne se mobilise pas nécessairement. Bourdieu prend l'exemple de la guerre de 14-18. En fonction des intérêts économiques, on aurait pu penser que les intérêts voudraient que les ouvriers français, les ouvriers allemands s'allient contre les patrons français et les patrons allemands. C'est en partie la position défendue par Jaurès à la veille de la guerre, et qui a conduit d'ailleurs à son assassinat. Mais c'est pas ça qui a marché. Ce qui a marché, c'est l'union sacrée des deux côtés, c'est-à-dire les partis ouvriers qui existent des deux côtés. Et les partis, ils ont davantage défendant les intérêts du capitalisme, vont s'allier. Les patrons allemands et les ouvriers allemands vont s'allier, et les patrons français et les ouvriers français vont s'allier pour se faire la guerre. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une probabilité d'intérêt commun qu'il y a nécessairement une classe mobilisée. Il n'y a pas de nécessité de passage. Dans classe en soi, classe pour soi, il y a nécessité. Parce qu'elle est là, et il s'agit simplement d'en prendre conscience. Simplement, il manque la prise de conscience. Et c'est pour ça que la notion de classe en soi, classe pour soi, c'est simplement une justification militante. En fait. Parce que qui fait le passage de la classe en soi à la classe pour soi, c'est les militants, c'est le parti. C'est une théorie de justification du rôle du parti. C'est le parti qui fait advenir la conscience. Oui. Quand vous utilisez le terme nécessaire, c'est dans quel sens? Dans le sens où ça doit se passer ou dans le sens où ça se passe? Oui, ça doit se passer. Ça doit se passer. Mais pour les militants. Pour les marxistes, dans leur théorie. Oui, donc ils sont militants. Voilà. C'est des gens qui sont en place en soi, c'est Voilà. ça. Pour les marxistes, même, pas forcément les militants, qui ne connaissent pas forcément les détails de la théorie, mais pour les marxistes qui énoncent la théorie de la classe en soi, classe pour soi, il y a une nécessité de passer à l'un à l'autre. Il y a des obstacles, il y a des divisions de la classe, et il y a aussi l'idéologie, il y a les médias, etc. Mais, en fait, à un moment donné, le parti va faire passer du de l'en-soi au pour-soi. Mais donc, selon Bourdieu, les classes probables, elles ont déjà un potentiel. Elles ont déjà un pouvoir sans limite. Elles ont des intérêts, sous un certain angle, elles ont des intérêts économiques communs. Elles ont des conditions en partie communes. Elles n'en ont pas nécessairement conscience, donc ça ne devient pas une forme mobilisée. Et même si elles en ont conscience, il n'y a pas forcément des institutions qui vont porter ça et qui vont en faire une classe mobilisée qui domine la représentation politique. Pourquoi c'est pas nécessaire pour le passage? Eh bien parce qu'il y a beaucoup de classes qui, par exemple, les retraités sont des gens qui ont des intérêts économiques communs. Et pourtant, en France, la représentation des retraités n'a jamais marché. Pourtant, il y a quelques associations de retraités, et dans les syndicats, par exemple, dans les syndicats, on garde les retraités avec des branches de retraités. Pourtant, le groupe retraité n'a jamais fonctionné comme existant réellement, comme classe mobilisée. Quand vous dites nécessaire, c'est nécessaire à leur représentation dans son pays. Nécessaire au sens où elle n'existe pas comme classe mobilisée. Donc c'est pas nécessaire. Elle n'existe pas comme classe mobilisée. Le passage du probable au mobilisé n'est pas nécessaire. C'est le passage du probable au mobilisé qui n'est pas nécessaire.
Les intérêts économiques, il y en a communs. Des conditions économiques proches, ils existent. Mais de cette probabilité, ça veut dire qu'il y a des formes communes, des intérêts communs qui pourraient rendre probable cette mobilisation. Mais pour passer du probable ou effectivement mobilisé, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire ou ça n'advient pas nécessairement, ça veut dire. Alors que dans la théorie, classe en soi, ça doit advenir. Ça prend du temps, etc., mais ça doit advenir. Bon. Donc c'est les trois éléments. C'est important de noter ça parce que, en fait, en soi pour soi et probable mobilisé, ça se ressemble. Et donc on pourrait penser que c'est la même chose. Donc il était important de noter ça. Alors, des éléments de conclusion. Sur Marx. Pour finir. Donc on a vu plusieurs choses. On a vu dans l'analyse de l'action de l'analyse des classes sociales et de l'action collective, on a vu plusieurs fois, dans les différents textes. On a vu le chevauchement d'un registre scientifique et d'un registre militant. Chevauchement d'un registre scientifique et d'un registre militant, qui s'est aujourd'hui éloigné puisqu'on a une plus grande autonomisation des sciences sociales. Donc il peut y avoir des liens entre registre scientifique et registre militant, mais il y a eu une autonomisation. Chez Marx, ça se chevauche directement, hein, dans tous les textes, plus ou moins. Deuxièmement, il y a un chevauchement aussi d'une approche objectiviste, économiste des classes et des mobilisations sociales, une amorce d'approche constructiviste. Chevauchement entre l'approche objectiviste, économiste des classes et des mobilisations collectives et une amorce d'approche constructiviste. Si le chevauchement registre militant, registre scientifique est devenu beaucoup plus faible dans les sciences sociales aujourd'hui, parce que les choses se sont autonomisées, se sont davantage séparées. Par contre, dans les sciences sociales aujourd'hui, il continue à y avoir des explications objectivistes économistes de l'action collective. Pas nécessairement marxistes d'ailleurs, parce que les approches dites, disons, libérales, on verra à un moment donné des analyses, disons, en termes de coût-avantage de l'action collective, que Mankiw-Olson. Donc les analyses libérales de l'action collective sont des approches objectivistes, hein, économistes. Mais les courants les plus dynamiques des sciences sociales sont plutôt du côté des approches constructivistes pour l'action collective. On a à noter aussi qu'une troisième approche des classes et des mobilisations est apparue en creux chez Marx. C'est ce que j'ai appelé la dialectique objectiviste-constructiviste. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que Marx a construit lui-même, mais si on met en rapport les deux aspects, on peut en construire une troisième forme. La dialectique objectiviste-constructiviste. Donc je récapitule. Par ailleurs, on a pu apercevoir plus nettement un écart entre l'œuvre composite de Marx et ce qu'on appelle le marxisme, le marxisme. C'est-à-dire entre le marxien et le marxisme. On a touché plus concrètement cette différence entre le marxien et le marxisme. Le marxien, c'est l'ensemble de l'œuvre composite de Marx. Le marxisme, c'est le développement de courants politiques et intellectuels à partir de Marx, en référence à Marx, par toute une série d'auteurs
et d'organisation qui se sont réclamés de Marx. Le marxisme, c'est bien un fil qui est souvent présent chez Marx. Mais c'est un des fils seulement. Les marxistes n'ont pas complètement inventé les schémas marxistes. Ils seraient complètement en dehors de l'œuvre de Marx. Ils sont dans l'œuvre de Marx, mais c'est un des fils simplement. C'est un des fils d'une œuvre plus composite, plus contradictoire. Souvent, le fil marxiste a privilégié la pente, disons, objectiviste économiste. D'ailleurs, en rapport avec marxien et marxiste, je rappellerai quelque chose que j'avais déjà dit lors de la première séance sur Marx. Comme il s'agit d'un cours sur l'action collective, j'ai privilégié des textes et des passages de Marx centrés sur les classes et les mobilisations collectives. Mais ça ne veut pas dire que Marx est un auteur collectiviste. Je l'ai dit, il y a beaucoup de textes et de passages que Marx consacre à l'individu. Y compris d'ailleurs dans le texte qu'on a beaucoup étudié, le manifeste du Parti communiste, voilà, parce que voilà ce qu'écrit Marx dans le manifeste du Parti communiste. À la place de l'ancienne société bourgeoise avec ses classes et ses antagonistes de classe, surgit une association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. C'est la définition de ce qui va succéder, disons, au capitalisme comme forme d'émancipation. À la place de l'ancienne société bourgeoise avec ses classes et ses antagonistes de classe, surgit une association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. C'est intéressant à noter ici, pourquoi? Parce que quand on a plus ou moins entendu parler du marxisme, on pense que le marxisme, c'est d'abord le collectif. Ou, quand on va un peu plus loin, c'est que le collectif est la condition de l'individuel. Marx dit l'inverse. Le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. C'est-à-dire, le développement de l'individualité de chacun est la condition du développement du collectif. L'individualité est la condition du collectif. C'est l'inverse de ce qu'on croit être le marxisme. Le collectif est la condition de l'individualité. Marx écrit bien. Il peut y avoir des traductions différentes. Jamais on change le sens de la traduction. Ça doit être libre à émancipation de chacun. Ça peut être des traductions parfois différentes entre les traductions, mais il y a bien une association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement. C'est-à-dire qu'on a une formulation hyper individualiste. C'est-à-dire l'individualité est la condition du collectif. Chez Marx. Dans le marxisme, c'est très étonnant parce que quand on m'a appris cette phrase, pendant longtemps, dans le marxisme, on ne changeait pas la phrase, mais on la comprenait à l'inverse. C'est très étrange. Sans la changer. On comprenait, quand on lisait ça, tout le monde comprenait que le collectif était la condition de l'individuel. Tout le monde. C'est ce que j'appelle la prégnance des logiciels. C'est-à-dire le logiciel marxiste était un logiciel collectiviste. Et donc, on finissait par ne pas comprendre même la littéralité d'un texte. Et immédiatement, bien qu'on l'avait le texte sous les yeux, on comprenait l'inverse de ce qui est écrit. On lisait bien l'individualité et la condition du collectif, et on comprenait le collectif et la condition de l'individualité. À cause du poids de ce logiciel marxiste, collectiviste. Donc, le marxisme a principalement privilégié l'aspect objectiviste économiste dans l'approche des classes et de l'action collective. Le marxisme a principalement privilégié le collectif par rapport à l'individuel, contrairement à beaucoup d'indications de Marx. Le marxisme a privilégié la dimension productiviste, alors qu'on a tout un ensemble de textes que je les ai un peu rassemblés dans le livre Marx XXIe siècle, ce sont simplement des textes de Marx, simplement un peu commentés, mais c'est
textes de Marx, c'est tout un chapitre sur l'explication. Les marxistes ont développé la dimension productiviste, il y a beaucoup de notation écologiste. Il y a aussi une fascination pour l'industrie, le développement industriel. Il y a une fascination pour la révolution industrielle du 19e et un début de sensibilité à la façon dont ça risque de détruire les conditions, disons, d'existence naturelle de l'humanité. Les deux. Pendant très longtemps, les marxistes n'ont vu que l'aspect fascination pour la révolution industrielle et productiviste. Donc il faut bien comprendre la différence entre marxien et marxiste. Marxien, c'est cette œuvre foisonnante, composite, avec des éléments, beaucoup d'éléments. Le marxisme, ça a été un filtre posé là-dessus et qui a privilégié certains aspects. Voilà, on va s'arrêter là et on passera à Jean Villeneuve.